Bonjour à tous. C'est une nouvelle fois un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, avec Sébastien, on essaie d'organiser ça une fois tous les 2 jours, donc lundi, mercredi, Et vendredi. vendredi, oui. Voilà. Alors, juste un petit conseil quant à l'utilisation de la plateforme. En fait, sur vos écrans, vous avez deux voire trois petits boutons, me semble-t-il. Un Q et R, donc questions et réponses. Donc, ce petit bouton vous permet de nous poser des questions et souvent à la fin de la présentation avec Sébastien, on revient dessus et on essaye d'y répondre. Voilà. Vous avez également un autre petit bouton qui s'appelle Converser. Alors, Converser, ça ouvre un petit chat dessus. Donc, sur ce chat, vous pouvez également nous poser des questions. Sébastien le visualise en même temps et ça rendra peut-être un peu plus interactif sa présentation. Après, il ne faudra pas se vexer si vous êtes 10 à taper simultanément une conversation. Moi, elle défile toute d'un seul coup devant moi. Et je peux voir, grossièrement, en visuel direct, je peux avoir que les 3 dernières tout le temps. Parce qu'après, il faut que je remonte. Donc, voilà, il ne faudra pas se vexer si je ne réponds pas tout de suite. Il ne faudra pas hésiter à rebalayer les questions, ce que fait Fred à chaque fois en fin de webinaire, justement, pour qu'on puisse fonctionner correctement. Voilà. Donc, d'ailleurs, je ne me suis pas présenté depuis l'enregistrement. Voilà, je suis Frédéric Grelier, responsable marketing de la société ERM et en compagnie donc, de Sébastien, notre orateur, présentateur, présentateur de ce webinaire, ainsi que Hugo et Lionel Pénisson, qui sont respectivement vos correspondants commerciaux sur les académies. Donc, Hugo, ce qui concerne la grande partie nord-ouest, donc toute l'Alsace jusqu'à Lille, de France, région centre, et Lionel, comme je disais, de Caen-Rouen jusqu'à Bordeaux, donc comme ça descend, voilà, jusqu'à Bayonne au pied des Pyrénées. Pendant la présentation, ce que je vais faire, c'est pour limiter un peu la bande passante, je vais couper ma vidéo. Je serai toujours avec vous, je vais couper ma vidéo. Il y a une petite question qui nous a été posée d'ailleurs un petit peu, quelle est la durée du webinaire, donc à peu près 1 heure. Alors, c'est une question qui fait rire parce qu'en fait, je n'y arrive jamais. Donc, à me tenir dans la durée. Donc, voilà, je vais essayer. Normalement, un webinaire, c'est 3/4 d'heure pour que, voilà, c'est entre 3/4 d'heure et 1 heure grand maximum. Bon, souvent, je dépasse un tout petit peu de quelques quarts d'heure, on va dire. Donc, voilà, on essaye de le faire. On va essayer de se tenir à 1 heure. Je rappelle que ces webinaires ont quand même la première notion. Moi, je suis enseignant sur l'académie de Nice, lycée Léon Chiry-Sagras. La première chose que j'ai voulu faire avec ces webinaires, en fait, je n'avais pas au départ prévu de passer avec tout le monde. Il me fallait une solution pour que mes élèves puissent avoir une continuité pédagogique. Et en technique, c'est très compliqué sans avoir de système, sans avoir quelque chose. Ils ont pas ça à la maison, bien entendu. Et donc, je me suis rapproché de la société ERM pour savoir qu'ils avaient une plateforme qui tournait sous Zoom, avec l'abonnement qui allait bien, et savoir si je pouvais l'utiliser au départ pour mes élèves. Et c'est vrai qu'en discutant avec Fred et avec l'équipe de RM, on s'est dit ça serait pourquoi pas d'essayer de partager au plus grand nombre, non pas qu'on ait la science infuse, mais voilà, on essaye de faire des choses tous dans notre coin propre, et donc de lancer un petit partage au niveau national, parce que je sais qu'il y en a de partout, de toute académie, qui se connectent justement à ces webinaires. C'est super. Donc voilà, l'idée c'était au départ de faire une continuité purement pédagogique pour mes élèves, et il s'avère que mes élèves qui sont là, ils sont sur YouTube, donc je les salue. Voilà, nous on a pris le parti de dire Zoom, on laisse aux enseignants en corps d'inspection et autres professionnels, et après les élèves vont se connecter sous YouTube en direct live justement pour suivre le webinaire. Voilà. Allez Sébastien, je te laisse commencer, j'arrête ma vidéo et j'essaie d'être le maître du temps. Je vois l'Académie de la Réunion qui est présente aussi, donc on vous salue. J'ai reçu une conversation. Allez, on va donc attaquer ce nouveau webinaire, donc système photovoltaïque. Alors, comme je disais, 3/4 d'heure, 1 heure, système photovoltaïque, voilà, on va faire des notions de base.
Moi, le but du jeu, c'est que voilà, ça soit crescendo pour l'ensemble de mes élèves, que ça soit seconde, première ou terminale, qu'ils aient chacun des choses à nourrir et que derrière, on puisse poser des questionnements différents pour les différents élèves et différents niveaux d'élèves, plus ou moins. Et comme ça, on va pouvoir avoir une continuité en fait d'acquisition technologique. Donc, les systèmes photovoltaïques, donc, bon, on en a tous déjà parlé depuis longtemps. Alors, c'est vrai qu'on a eu des belles notions de système photovoltaïque, hein. Donc, après, il y a eu un grand mouvement photovoltaïque en France qui s'est arrêté. On aura l'occasion d'en discuter. Et qui s'est arrêté pour plusieurs raisons, mais on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Dans un premier temps, je veux que l'ensemble du domaine soit fait aussi pour les élèves de seconde, donc des primo-arrivants, hein, au niveau de la formation professionnelle, pour justement qu'ils aient aussi une notion de ce qui se passe au niveau de la partie, on va dire, fabrication et comment ça a été créé, ce panneau photovoltaïque, parce que c'est vrai que souvent, les jeunes, si on les enlève de la notion de base, ça peut nous poser des petits problèmes après de savoir comment c'est fait. C'est-à-dire qu'ils vont savoir brancher un module photovoltaïque, mais par contre, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Alors que souvent, les clients vont nous demander mais qu'est-ce que c'est, comment c'est, et on va voir aussi comment ça se retraite. Donc, le panneau photovoltaïque, en fait, il est fait en général de silicium. Donc, je dis bien en général parce qu'on va voir qu'il y a aussi d'autres possibilités. Donc, c'est des ressources qui sont présentes dans la Terre, hein. Donc ça, il ne pose pas de problème. Il se compose de cellules photovoltaïques, donc à partir de silicium Si, donc silicium pur. 90% du marché photovoltaïque utilise le silicium en tant que matière première. On a estimé une production mondiale de 3000 milliers de tonnes. Donc pour extraire ce silicium, on a un procédé de carboréduction. Donc c'est très haute température. Alors on va pouvoir après confronter les idées sur le principe de se dire est-ce que ça c'est écologique ou pas écologique. Après, derrière, il y a tout ce qui est partie assemblage. Donc, on va rajouter donc, de l'aluminium. Donc, après, le silicium, bien entendu, il n'est pas que pur sur cet ensemble, hein. On va rajouter du verre, du plastique. On va rajouter plein de choses pour construire ces panneaux photovoltaïques. Donc, c'est vrai qu'on va se retrouver avec peut-être des solutions qui vont nous être compliquées. On le verra justement sur une partie où je vois qu'on a des gens qui sont de l'Académie d'Aix-Marseille, dont un ami qui est présent. Bonjour à lui. Et donc voilà, le principe, c'est de voir comment on va retraiter aussi ces modules photovoltaïques. On sait qu'il y a alors une espérance de vie sur un module photovoltaïque, alors qui varie suivant les fournisseurs, hein, bien entendu. Passé un temps, ça a été la grande course, c'est-à-dire on est les meilleurs. Ça dure jusqu'à 30 ans. En fait, il y a une espérance de vie qui est entre 15, 20, 25 ans, suivant le type de module photovoltaïque. Je me sers d'une petite vidéo aussi que j'aime bien, puisque ça rappelle pas mal de choses aux jeunes élèves. Et je pense que si tout le monde suivait ces petites choses régulièrement, techniquement, on ferait des progrès. C'est tout repose sur quelqu'un le comme c'est pas matériau dont sorcier. sont faits les panneaux solaires. En l'occurrence, il s'agit de silicium, un matériau que l'on retrouve dans le sable. Alors, comme toute la matière qui nous entoure, le silicium est constitué d'atomes. Un atome, c'est devenu un grand classique dans C'est pas sorcier, c'est un grain de matière qui se présente sous la forme d'un noyau autour duquel gravitent des électrons électriques. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est justement une circulation d'électrons. Il se trouve que le silicium possède une particularité. Quand on expose des panneaux solaires à la lumière, les électrons du silicium s'agitent dans tous les sens. Attention, il ne s'agit pas d'une circulation d'électrons. Ce n'est pas un courant électrique. Pour obtenir un courant électrique, il faut créer d'un côté un surplus d'électrons et de l'autre côté un déficit d'électrons. On va recréer ces conditions en plaçant sur la couche supérieure de silicium des atomes de phosphore, autrement dit, des atomes qui possèdent un surplus d'électrons par rapport au silicium. Et sur la couche inférieure, des atomes de bore, des atomes qui présentent un déficit d'électrons. Autrement dit, on se retrouve dans la configuration d'une pile. D'un côté, la borne négative avec un surplus d'électrons, et de l'autre, la borne positive avec un déficit d'électrons. Ensuite, il suffit de relier ces deux bornes
par un fil conducteur, de placer une ampoule ou un moteur sur le fil, et dès que la lumière arrive sur les panneaux, les électrons se mettent à circuler en alimentant au passage l'ampoule ou le moteur. L'avantage, c'est qu'à la différence d'une pile, c'est inépuisable. Tant qu'il y a de la lumière, les électrons circulent, il y a du courant. Mais bon, ne nous emballons pas, le photovoltaïque a malgré tout ses limites. Avec les panneaux solaires qui sont vendus dans le commerce actuellement, 80% de l'énergie sont transformés en chaleur seule, 20% dans le meilleur des cas sont convertis en électricité. Cela dit, on peut rêver, ce n'est pas un hasard si je suis dans ce laboratoire. Aujourd'hui, de nouvelles cellules sont à l'étude, des cellules qui utilisent des matériaux anti-reflets par exemple, un meilleur dopage, bref, des cellules photovoltaïques qui ont un bien meilleur rendement, jusqu'à 40%. Donc voilà, alors c'est pas sorcier, c'est vrai que tout le monde connaît ces petites émissions qui ont l'avantage de vulgariser assez correctement et facilement justement les concepts et les principes technologiques. Donc c'est vrai que pour l'explication, alors quand on voit, alors il faut faire attention aux chiffres hein, quand il parle de 80% de transmission de chaleur, oui, on ne parlera pas du rendement, hein, parce on verra justement qu'il y a des différences avec le rendement et le chiffre annoncé ici. Donc il faut faire très attention aussi quand même aux données techniques qui sont données et pas confondre le rendement et la déperdition de chaleur qui est, hein, on avait parlé déjà sur un des premiers webinaires sur le Smart City, Smart Grid. Il est vrai qu'il faut faire attention à la chaleur. C'est-à-dire qu'un module photovoltaïque, normalement, il fonctionne au mieux jusqu'à 25 degrés. À partir de 25 degrés, il va avoir une perte de rendement, hein, ce qui veut dire qu'en fait, on verra, hein, on a des cartes d'irradiation, les gisements solaires, ainsi de suite, qui vont nous permettre justement de savoir à peu près en moyenne combien on produit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on va faire des études. Quand on a des gens qui viennent nous faire des propositions photovoltaïques, on se rend compte souvent que, moi j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça pour chez moi, où, les cartes d'ensoleillement, les études de masque, c'est pas fait, les cartes d'ensoleillement, c'est fait un peu à la louche, et en fait, on a quand même des grandes difficultés à prévoir, hein, à prévenir de ce qu'on va vraiment produire, parce qu'en fait, ça dépend de tellement de facteurs que, à l'heure actuelle, on peut avoir que des estimations. Donc, il faut faire très attention, entre autres, hein, sur les vendeurs, j'appelle ça les vendeurs à la sauvette, qui ont pas qui font pas des études complètes et qui, pour l'instant, n'ont aucune obligation de garantir la production, hein. Il y avait eu un texte de loi qui avait été à l'étude, justement, à un certain moment, où on disait, voilà, pour que le photovoltaïque fonctionne, il va falloir que les installateurs assument leur dire. C'est-à-dire que s'ils disent qu'on va produire, je ne sais pas, hein, je vous dis n'importe quoi, 3000 watts, 3000 Wh, par exemple, et si on n'y est pas, l'entreprise paye la différence. Donc, pour l'instant, ce texte de loi n'existe pas et je pense qu'il va avoir du mal à exister, mais c'est vrai que ce serait le seul moyen. Donc, dans tout ce qui est système photovoltaïque, on a eu pas mal de choses. Donc, on en arrive à quelque chose d'un peu spécifique, hein, qui normalement devait démarrer en 2020, on va le voir sur cette petite vidéo, c'est l'autoconsommation citoyenne. Alors, c'est toute une mise en place qui a été faite, on va le voir de suite. Cette équipe étudie deux thématiques, les réseaux de transport électrique intelligents, ainsi que les réseaux d'énergie, appelés aussi Smart Grid. C'est sur cette seconde thématique. Pour ces projets APC 2020, je modélise l'autoconsommation photovoltaïque en intégrant les paramètres socio-techniques de mon foyer. Le projet APC 2020 étudie les clés permettant le développement du photovoltaïque en autoconsommation chez les habitants des Hauts-de-France. En effet, les solutions techniques existent et les prix des matériels baissent. Cependant, l'engouement pour le photovoltaïque ne suit pas cette tendance sur notre région, comme on peut le rencontrer ailleurs en France. Nous recherchons un pilotage optimal de la production en lien direct avec la consommation de la maison afin d'utiliser au maximum l'électricité produite en temps réel. Alors, comme il le dit, c'est vrai que beaucoup de gens ont... Alors, les Hauts-de-France, a priori, il n'y a pas autant de demandes que ça, parce que beaucoup de gens pensent que dans les Hauts-de-France, c'est le nord de la France, et que le nord de la France, on ne peut pas utiliser du système photovoltaïque. Donc, c'est vrai que dans le sud, on est plus habitué à avoir un soleil de masse, mais en fait, justement, le principe des systèmes d'autoconsommation, on va le voir un peu après avec le système que moi j'utilise, le système de Schoenfeld, que, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas un soleil éclatant 10 mois sur 12 qu'on ne produira pas d'énergie.
données d'entrée de nos modélisations sont des consommations et des productions photovoltaïques réelles. Ces valeurs sont enregistrées chez les foyers représentatifs et volontaires de l'association Solaire en Or. Au sein du laboratoire, l'application que nous avons développée est déclinée sur deux formes. Une maquette physique représentant l'autoconsommation dans une maison et une modélisation adaptée à chaque typologie de foyer. La maquette est composée de tous les usages électriques rencontrés selon 4 profils socio-techniques, aussi qu'un système SCADA qui permet le suivi des flux d'énergie et le pilotage de consommation comme la borne de recharge de voitures électriques. Une interface graphique conviviale permet de modéliser très rapidement n'importe quel profil d'usage rencontré en Hauts-de-France. Ainsi, alors, voilà. Alors, sur le schéma, on le voit, ils ont fait un choix. Hop, je reviens. Voilà, ils ont fait un choix technique on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est vrai que ce choix d'avoir, on va dire, un onduleur, ce qu'on appelle les onduleurs de chaîne, un onduleur string, c'est-à-dire un seul onduleur pour récupérer une chaîne photovoltaïque, moi, me paraît pas la plus adéquate, justement, par rapport aux différentes conditions météorologiques qu'il peut y avoir, la présence de nuages et ainsi de suite. On verra, nous, justement, qu'on va utiliser une des technologies qui est la technologie phare chez Enphase, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je la connais bien, c'est le micro-onduleur, qui, lui, va justement avoir une différence, c'est-à-dire qu'on ne va pas déjà diriger du courant continu en masse jusqu'à un onduleur unique. On va avoir des micro-onduleurs sur chaque module photovoltaïque posé. Donc, comme ça, on va après travailler sur du courant alternatif en 230 volts, justement, pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, au niveau de la vidéo, je dirais c'est quelque chose qui va avoir lieu dans les Hauts-de-France, qui normalement devrait débuter là avec le confinement. Je ne sais pas où ils peuvent en être. J'ai pas pu avoir d'informations pour l'instant dessus, mais je pense que j'en aurai bientôt sur justement où ils en sont de leur projet. Donc, bien entendu, c'est la borne de recharge est importante. Comme la borne de recharge de voitures électriques. Une interface graphique conviviale permet de modéliser très rapidement n'importe quel profil d'usage rencontré en Hauts-de-France. Ainsi, les modélisations nous permettent d'obtenir le taux réel d'autoconsommation photovoltaïque annuelle d'un profil avec une précision à la minute. La simulation est basée sur des données réelles mesurées chez des particuliers en région Hauts-de-France. Ces scénarios nous donnent, en fonction des profils de ménage écologiques et économiques, de la typologie de l'habitat et des consommations d'énergie, une évaluation très précise de son taux d'autoconsommation photovoltaïque, des coûts d'investissement et de son impact environnemental. Les modélisations sont optimisées pour l'autoconsommation photovoltaïque, le pilotage intelligent de la charge et des décalages d'autoconsommation pour consommer plus de photovoltaïque. Le projet cherche à dénouer les raisons sociologiques, technologiques et économiques qui amèneraient des citoyens à équiper leur logement d'une centrale photovoltaïque. Cela sera fait dans un objectif de baisse significative de l'impact sur l'environnement et de la diminution de la facture énergétique du foyer. À ce jour, les travaux nous permettent de valider un taux d'autoconsommation de 50% chez les particuliers, avec une baisse de 20% des émissions de CO2. L'apport des stockages réversibles et pilotables sur la voiture électrique devrait nous permettre d'atteindre 70% d'autoconsommation. Notre concept de stockage intelligent permet d'optimiser la part des énergies renouvelables produites dans l'habitat. Chaque maison deviendra un élément du smart grid local, avec l'apport d'une supervision décentralisée au niveau du quartier. Les perspectives seront pour l'association Solaire en Or d'utiliser des outils pour conseiller les particuliers qui désirent autoconsommer leur électricité photovoltaïque. Pour la région Hauts-de-France, orienter ces aides publiques pour favoriser l'autoconsommation chez les particuliers, lui permettant ainsi d'atteindre les objectifs de développement du photovoltaïque sur le territoire. Pour le laboratoire L2EP, de disposer de modélisations fiables basées sur des données réelles de production et de consommation d'électricité d'un foyer. Ces modèles nous permettront d'estimer les coûts du kilowattheure photovoltaïque et les impacts sur l'environnement pour une maison située en région à l'horizon 2020. Donc voilà, on voit bien que cette société qui travaille sur les Hauts-de-France à l'heure actuelle a bien pris
la charge en fait de ce qu'on avait expliqué sur le premier webinaire sur les smart grids, hein, c'est-à-dire mettre en place justement ces énergies intermittentes qui sont photovoltaïques. Hein. On a l'avantage, c'est que c'est renouvelable à souhait. Normalement, on ne devrait pas perdre le soleil tout de suite. Donc justement, d'avoir une énergie, et vous voyez, ils sont arrivés dans leur test. Alors leur test, on n'a pas une explication du nombre de foyers qui a été pris en compte, ni de la disposition de ces foyers géographiquement, mais il parle de 50% d'autoconsommation. C'est-à-dire que si tout le monde faisait la même chose avec cette valeur moyenne, c'est-à-dire qu'on pourrait diviser par 2, dans l'absolu, hein, on pourrait diviser par 2 la production d'énergie en France, et donc la consommation sur de l'énergie produite avec d'autres systèmes qui sont bien moins écologiques. Et après, donc 20% de CO2. Alors on a vu, hein, on parlait du CO2 sur le Smart City, hein, quand on a parlé des capteurs, on voit que le confinement, par exemple, c'est entre guillemets un bien aussi pour notre planète, puisque avec le confinement, il y a moins de déplacements, il y a moins d'usines qui travaillent, et c'est vrai qu'on se retrouve justement avec un taux de CO2 qui est en train de descendre, c'est-à-dire une qualité environnementale, même si on est sur un gros problème viral, si on a un niveau environnemental qui s'améliore avec d'autres modes de fonctionnement. Donc, voir justement ce qu'on en tirera comme conclusion après sur les transports en commun et sur différentes choses qui nous permettraient justement peut-être de diminuer encore notre consommation de CO2. La vidéo suivante, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est assez longue. C'est une vidéo sur la découverte du solaire qui a été participée avec Total, voilà, pétrolier. Voilà, elle est assez longue, mais derrière, on a l'avantage de voir pas mal de choses, entre autres, quelqu'un qu'on connaît, hein, qui passe régulièrement, qui a mis en place un bateau complètement solaire qui a fait le tour du monde avec 512 mètres carrés de modules photovoltaïques. Derrière, il passe sur une partie aussi en Italie, hein, avec un grand champ photovoltaïque, un très grand champ photovoltaïque, donc avec 166 hectares en fait, hein, donc 280 000 panneaux de posés. Donc avec comment est fait la gestion et comment est refait l'injection. Donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu long pour en expliquer le déroulement complet. Donc voilà, ils reviennent un peu sur les différentes silices et entre autres, ils vont revenir aussi sur les différents types de modules. Donc c'est une vidéo que je vous mettrai sur la présentation, hein. Je la laisse sur la présentation et je vous enverrai les présentations, comme je vous le disais, au plus vite. Donc on va revenir à une partie système photovoltaïque, alors un peu plus, on va dire, court. Alors c'est pareil, c'est un cours très très réduit, mais il a fallu que je supprime beaucoup de choses parce que ça devenait très très compliqué justement pour arriver à ce que ça tienne en moins d'une heure. Donc l'énergie solaire, alors au niveau des chiffres, c'est quand même assez compliqué parce qu'au niveau des chiffres, on a à peu près tout ce qu'on veut sur Internet, puis des gens officiels, des grosses sociétés, hein, c'est-à-dire pas que des petits blogs de forums et autres, hein, des grosses sociétés, on a un peu tout ce qu'on veut au niveau des chiffres, donc la vérité exacte des chiffres est un peu compliquée à avoir. Le soleil envoie dans l'espace une énergie, hein, qui correspond à 1300 watts par mètre carré. Avec l'atmosphère, il parle d'un ordre de 1000 watts par mètre carré. Au niveau mondial, l'énergie solaire reçue au sol, ça correspond à 75 000 gigatonnes équivalent pétrole. D'accord ? Normalement, notre consommation, elle est de 12,5 gigatonnes équivalent pétrole, la consommation mondiale. C'est-à-dire que le Soleil, en fait, produit 6000 fois plus que ce qu'on aurait besoin en consommation, nous, au niveau mondial. Alors, il y avait eu quelques années l'émergence des réseaux raccordés réseaux, des champs photovoltaïques raccordés réseaux. Il y avait eu une chose qui tournait régulièrement à peu près dans tous les forums, dans tous les blogs. Ils étaient partis en disant, bah voilà, c'est simple, si on prenait 20% du Sahara, qu'on mettait des modules photovoltaïques sur 20% du Sahara, on serait en capacité d'alimenter la planète entière. Donc, en ordre d'idée, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on pourrait alimenter en photovoltaïque, hein, bien entendu avec le stockage qui va bien pour la nuit et ainsi de suite. Hein, ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai que
20% du Sahara, c'était l'idée globale de dire voilà, 20% du Sahara équipé de panneaux photovoltaïques, on est capable d'assurer la consommation mondiale d'énergie. On sait très bien que ça va avoir des grandes difficultés pour le faire, mais voilà, si tout le monde multiplie la production d'énergie photovoltaïque chez eux, on va avoir des avantages. On aura des inconvénients, c'est pour ça que de nouvelles technologies sont mises en place, comme l'autoconsommation que l'on a vu, parce que justement, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des flux réseau très importants, et notre réseau électrique, suivant où on se situe, a déjà des grosses difficultés à supporter la partie consommation. Donc, rajouter de la production dessus, ça risque de nous poser de gros problèmes. Donc, bon, des petits chiffres, hein, ça c'est plus, je dirais, typiquement pour les élèves. Voilà, des petits chiffres, ça leur permet d'aller faire des recherches sur ce que sont les Kelvin et les puissances rayonnées. Donc, la carte d'irradiation solaire, alors, comme on disait, hein, on voit dans le nord, hein, bah oui, vous êtes plus en vert que nous dans le sud. Hein. Donc, on est plus propice à la production photovoltaïque, mais il n'empêche que de partout en France, on a une production, d'accord, on est à 1100 kWh par mètre carré, hein, production annuelle, hein, donc pour avoir un dépliant de 1100 à 1700. Donc voilà, on peut produire de l'énergie de partout. On le verra d'ailleurs chez la partie Enphase, où ils ont une carte mondiale de leur installation, hein, de plus d'un milliard, d'un million d'installations, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, on vérifiera. Donc le photovoltaïque, c'est utiliser des cellules solaires pour convertir de l'énergie, simplement de l'énergie lumineuse, hein, en électricité. Donc on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo de C'est pas sorcier. Voilà, on a la face négative, la face positive, il y a un transfert, d'accord. Donc je ne vais pas revenir dessus, comme je vous ai dit, au niveau du temps, c'est assez serré. Donc ce transfert va nous permettre de créer de l'énergie. Donc le silicium est employé dans la plupart des cellules. Alors, dans la plupart, hein, c'est plus de 90%. Après, on verra qu'on peut avoir d'autres ajouts qui sont faits, comme le bore, hein, pour avoir justement le principe de transfert. Donc, les modules photovoltaïques convertissent de l'énergie électrique de l'énergie lumineuse en électrique en continu. Donc, il y a on distingue plusieurs types de cellules, hein, la cellule silicium cristallin. Donc, cristallin, c'est le monocristallin, le polycristallin. Donc, c'est des choses qu'on maîtrise beaucoup. Le silicium amorphe, ça aussi, hein, c'est surtout pour ce qui est la partie souple, en fait. Et la multijonction, ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va juste donner le fait qu'il y a aussi autre chose qui existe, mais on verra plus tard un peu les déroulements des différents modules. Donc, c'est en général relié en série. Hein. Donc, c'est relié en série. Alors, même dans l'autoconsommation, hein, ça peut être relié en série avec un onduleur pour un micro-onduleur pour 2 ou 3 modules, hein, suivant ce que vous installez. Et après, bien entendu, donc, cette série, elle va nous permettre ensuite d'avoir plusieurs chaînes, plusieurs strings. Donc, on va pouvoir mettre en parallèle derrière sur un onduleur, par exemple, un onduleur de string, plusieurs strings dessus, pour avoir un fonctionnement et une tension de synchronisme. Alors ça, c'est un petit tableau que je vous laisserai aussi sur la présentation. J'ai essayé de retrouver un peu des valeurs normales, donc de prix, de rendement, des avantages et des inconvénients, parce que, comme je vous disais, suivant les sites, tous les fournisseurs de modules sont les meilleurs. Donc, c'est très difficile d'avoir un vrai rendement pour un module. Donc voilà, j'ai mis un peu des zones monocristallins, polycristallins, les hybrides, les amorphes rigides et souples. Hein. On verra qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, l'amorphe, par exemple, c'est qu'il va utiliser le rayonnement direct et diffus. Hein, donc, c'est une faible puissance, mais par contre, il produit plus longtemps. Donc, ça peut être intéressant, suivant les cas de figure. Et ensuite, il y a les dernières, le tellurure de cadmium, et le polycristallin gravé, qui sont entre guillemets des nouvelles technologies qui sont justement en train d'essayer de percer. Bon, c'est assez faible puissance, par exemple, pour la couche mince. Par contre, il y a une dangerosité. Donc, voilà, on se retrouve toujours entre les deux systèmes. Donc, le premier système, les deux premiers systèmes, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir la meilleure rentabilité
de se séparer par exemple d'une valeur comme le silicium, parce qu'on sait que le silicium, on le récupère, donc on a toujours peur d'avoir une raréfaction de ce silicium, donc de trouver d'autres technologies. Par contre, en trouvant d'autres technologies, on amène une nouvelle chose, bah, ça va être le danger. On me pose une question, quelle est la différence entre le monocristallin et le polycristallin? Bah, en fait, c'est la fabrication. On aura l'occasion d'en parler justement un peu ensuite. Hein, d'accord, on pourra les reconnaître aussi facilement en fait, parce que les cellules ont une particularité en fait, si c'est du mono ou du poly. Donc voilà, justement, des cellules, donc la monocristalline qui a les pans coupés, et la polycristalline et la couche mince, donc ce qu'on appelle les amorphes. Hein, les amorphes. Donc ici, en fait, on est fait en fait en un seul tenant de silice, et ici on est en multicristaux. Donc on a une différence. Alors la différence, c'est pareil. Après, ça va être une différence comme je l'ai montré ici. Hein. Hop là, pardon. Ça va être une petite différence dans le rendement. Ça va être une petite différence dans le rendement. Donc voilà, c'est toujours pareil. On a le monocristallin, et ben, il va nécessiter d'avoir une silicium de meilleure qualité, par exemple, à fabriquer que le polycristallin. Après, au niveau du rendement, bien entendu, le monocristallin est un peu meilleur que le polycristallin, mais bien entendu, les coûts, là aussi, hein, alors voilà, les coûts varient. Alors, c'est des coûts au mètre carré. Hein, je ne dis pas que c'est les coûts d'un module, que c'est voilà, c'est pas un module, hein, c'est pas le coût d'un module, c'est le coût au mètre carré de cellules. Donc voilà. Donc ici, on peut avoir des notions un peu spécifiques sur la puissance crête, hein, qui représente la puissance maximale du module pour un enseignement maximal de référence. Alors de référence, ça veut dire 1000 watts par mètre, d'accord? C'est l'ensoleillement maximal. Donc c'est sa puissance maximale sur un ensoleillement de référence. Ça veut dire que suivant où vous êtes, il y a la puissance crête qui n'est pas identique à tous les modules. Alors on me dit malheureusement fabriqué en Chine pour baisser le bruit. Alors malheureusement fabriqué en Chine, les modules photovoltaïques, oui, il y a des modules photovoltaïques chinois, c'est vrai, pas que. Hein. En France, on n'est pas mauvais là-dessus. On prend la grâce. On avait la société Tournaire qui avait démarré. Oui, par mètre carré, oui, oui. J'ai un collègue qui m'envoie oui par mètre carré, en effet. Par mètre carré, pour les 1000 watts. Hein. Donc, ce que je disais, en fait, oui, c'est fabriqué en Chine en partie, en fait, parce qu'on a les Allemands qui sont très bons dans la production de modules photovoltaïques. En France, on n'est pas mauvais. Nous, on avait une société grassoise qui avait monté un peu dans le haut pays grassois, une société de modules photovoltaïques hein, pendant le grand boom, comme je le disais, qui a eu lieu, où ils produisaient énormément de modules photovoltaïques. On a plein de sociétés qui produisent aussi en France. Oui, on a des modules chinois. Les prix que j'ai donnés, ce n'est pas spécialement les prix d'un module chinois ou d'un module français ou d'un module allemand ou même d'un module américain. C'est le prix à peu près moyen d'un ensemble. Donc voilà, il faut... je pense que le principe du produit chinois, il faut aussi arrêter de penser qu'un produit chinois égale un mauvais produit. Parce qu'en fait, réellement, dans la plupart des cas, on a des produits qui sont justement des produits de qualité correcte, avec des prix qui sont plus attractifs. En effet, c'est vrai. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc oui, alors je reprends, hein, c'est vrai qu'ici, c'était les 1000 watts par mètre carré hein, à 25 degrés. Hein, le 25 degrés, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut bien penser qu'on est à 25 degrés. Donc, sur des petites cellules, hein, donc des petits modules, donc de petite puissance, soit inférieure à 75 watts crête, hein, on en voit fleurir un peu de partout de ces modules-là, hein, puisque même dans la grande distribution, on voit des modules maintenant qui sont fournis pour aller faire une recharge de téléphone portable, refaire des recharges d'un peu tout. Les modules de puissance plus importants, donc en fait, là, on va faire des variations de tension. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une plage, hein, parce que les tensions sur un module elles peuvent être différentes. Et c'est là où on fait attention justement au micro-onduleur ou à l'onduleur qu'on va installer avec les tensions de synchronisme hein, pour que justement l'onduleur puisse fonctionner correctement, le micro-onduleur puisse fonctionner correctement. Donc, on a plusieurs principes. Alors, il y en a un, je dirais qu'il n'est pas prêt pour l'instant de s'éteindre, c'est le système photovoltaïque isolé non raccordé. Hein, c'est-à-dire, voilà, vous habitez dans la montagne, complètement isolé, sur la pointe d'une grande montagne. Il n'y a personne de chez Enedis qui va vous amener un câble réseau pendant
encore quelques années, ce système-là va vous permettre justement de fonctionner en autonomie pure, c'est-à-dire que vous allez produire de l'énergie, de l'électricité. Cette électricité, elle va vous servir à alimenter plein de choses de votre, de votre habitude commune, hein, de votre vie. Vous avez la possibilité ou de l'injecter directement en continu, parce qu'il y a des équipements en continu qui existent, mais aussi vous avez la possibilité d'utiliser un convertisseur, hein, un onduleur pour en fait faire envoyer du 230 alternatif, hein, pour que vous ayez des appareillages standards installés. Le seul problème qu'on va avoir avec ce système photovoltaïque isolé, bien entendu, c'est que si à aucun moment à aucun moment on le raccorde, on le stocke sur batterie, obligatoirement, quand il n'y a plus de production d'énergie parce qu'il n'y a plus de soleil, on va avoir une extinction complète. Donc c'est vrai que c'est des systèmes photovoltaïques isolés, c'est des systèmes qui sont souvent mis en place avec des batteries. Alors on a eu les premiers systèmes qui étaient fonctionnels avec des batteries au plomb, qui fonctionnent encore, hein, d'ailleurs, et on commence à tendre sur des différents types de batteries. Les batteries, on aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont à l'heure actuelle. Moi, je vois dans les Alpes-Maritimes, on a pas mal de choses qui sont dans les hauts pays où on a des sites complètement isolés. On a pas mal de refuges aussi dans les montagnes qui sont en sites isolés. Alors, est-ce que la température abîme de façon définitive le module? Non, il n'y a pas de... Mis à part si vous le mettez dans un four à quelques centaines de degrés. Non, si vous dépassez les 25 degrés, ce qu'on dépasse quasiment tous, hein, en plein été, non, ça n'abîme pas définitivement le panneau. Par contre, son rendement n'est pas optimal. Donc voilà. Donc au niveau de ce qui a été le plus déployé pendant une certaine époque, avec des aides de l'État, des aides des régions, des aides des départements, on avait des systèmes photovoltaïques connectés au réseau. Donc le principe, c'était d'avoir des panneaux photovoltaïques, plusieurs coffrets bien entendu de protection électrique suivant le nombre de strings qu'on avait en courant continu, des câbles solaires, un onduleur, un coffret de protection du côté AC, et éventuellement un système de supervision et de surveillance. Donc ça, c'est un système qui a été installé à plein d'endroits et qui en fait avait amené donc deux choses, hein, donc la revente totale et la revente de surplus. Il était recommandé, hein, pour bénéficier des meilleures aides, du meilleur taux et du meilleur prix de revente de l'énergie, de faire de la revente totale d'énergie, donc chez EDF par exemple, hein, puisque c'était eux qui prenaient les contrats sur 20 ans. Il s'avère que, bien entendu, ça c'était bon pour une obligation d'un producteur d'énergie de faire de l'énergie verte et donc de limiter le plus possible son empreinte écologique. Il s'avère que par contre, pour les entreprises qui faisaient du déplacement d'énergie, hein, donc Enedis par exemple, qui à l'époque s'appelait ERDF, Enedis, pour eux, ça leur posait plus de soucis d'avoir une puissance de consommation et en plus une puissance de production sur le même réseau, ce qui leur donnait encore plus de difficultés de fonctionnement. Donc il existe différents schémas de raccordement sur le réseau en photovoltaïque, raccordé réseau, pardon. Donc il y a l'injection, comme je le disais, donc la totalité de la production, appelée la revente totale, et la revente de surplus, c'est-à-dire en gros ça fonctionnait un peu comme de l'autoconsommation. On allait justement réinjecter que ce que nous on n'utilisait pas directement. On avait donc après commencé à mettre des stockages, hein, justement sur ces systèmes de surplus, parce que les gens disaient oui, mais moi, si ça produit dans les heures solaires, comme on en a parlé dans le premier Smart Grid, hein, les heures solaires, donc entre midi et 16 heures, on va dire, on a les 4 heures solaires maximales dans la journée, et ouais, mais moi je suis pas là, je suis au travail, j'ai mis des programmateurs sur quelques petits trucs, mais bon voilà, je consomme pas toute l'énergie, j'aimerais bien pouvoir stocker. Donc on s'en est retrouvé en fait avec une énergie de surplus où on stockait. Mais les contrats de rachat n'étaient pas les meilleurs. Donc c'est vrai qu'on évitait justement ce surplus-là. Il y avait quand même beaucoup de choses contraignantes, hein, dans le rachat total, hein, dans le rachat d'électricité photovoltaïque. C'est qu'on avait les rachats donc, de totalité. On avait une obligation pour avoir plus d'aide d'avoir une installation des modules photovoltaïques, pas en imposition, mais bien en intégration dans la toiture, c'est-à-dire qu'il fallait enlever donc les tuiles et mettre tous ceux qui ont fait un peu de solaire, puisque ces dernières années, la plupart des établissements faisaient du solaire aussi. Donc faire une intégration dans la toiture, c'est-à-dire enlever toutes les tuiles
et mettre les modules directement dans les toits pour avoir la meilleure aide possible pour pas que ça revienne cher. On a eu bien entendu d'énormes abus au niveau des prix de ces installations-là, hein, puisqu'on on donnait des choses en disant voilà, vous allez avoir une rentabilité et ainsi de suite, et les gens prenaient beaucoup de crédit à cette époque-là justement pour installer du module photovoltaïque, qui au final on se retrouvait avec une rentabilité, ce qu'on appelle un retour sur investissement, un ROI, qui nous posait un gros problème justement, et c'est pour ça que ça s'est un peu tari, puisque les aides se sont arrêtées aussi. Il y a eu pas mal de sociétés qui se sont construites là-dessus et qui ont fait un travail plus ou moins correct. Donc les deux installations possibles, il y a l'injection de surplus, c'est-à-dire qu'en fait c'est simplement au niveau des compteurs. Donc on a une installation qui est en amont ou en aval du compteur. Donc ici on est en aval du compteur avec deux compteurs tête bêche, hein, où on va avoir le compteur de production qui va remonter après ce qu'on a consommé. Ici, on a le compteur. Alors ça, c'est SPUL. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est voilà, les références au niveau de ces schémas-là. Hein, c'est toujours les mêmes qu'on utilise. Et l'injection totale, là, ça nécessitait donc trois compteurs différents avec un disjoncteur de branchement différent. Alors bon, la symbolisation électrique, on est d'accord, c'est pas ça du tout. Hein, mais bon, voilà, c'est un principe, c'est des schémas de principe. C'est vrai que j'ai écrit schéma électrique. J'aurais mieux fait d'écrire schéma de principe. Parce que, en fait, bon, le schéma électrique, un disjoncteur de branchement comme ça doit peut-être énerver certains collègues en électricité. L'intégration totale, EDF achetait à 55 centimes le kilowattheure alors que EDF le vend à 11 centimes. Oui, c'est ça. C'était ça. Ça descend, ça augmente. C'est-à-dire que le rachat que faisait EDF, c'était 4 fois plus, hein, voire 5 fois plus. L'intégration des modules a été une erreur car l'angle du module n'est pas optimum. Oui, en effet aussi. En effet, c'est-à-dire qu'il fallait avoir le toit avec l'angle optimal pour la production d'énergie. Oui. En fait, c'était toute une histoire qui a eu lieu. Alors, on peut parler de plein d'erreurs. La première erreur que nous, en tant qu'électriciens, il faut qu'on retienne, c'est la problématique de notre réseau électrique. C'est pour ça que beaucoup de choses sont en train de changer en ce moment. La problématique du réseau électrique, on lançait toute une production sur un réseau qui avait déjà du mal à subir la consommation. Ça nécessitait obligatoirement des gros soucis. Alors c'est vrai qu'à l'époque, EDF, il rachetait 5 fois plus. L'intégration, il ne fallait pas la faire comme ça. Il aurait mieux fallu faire de l'imposition et de dire justement on respecte les angles, ou alors on mettait des bacs, mais ce n'était pas les mêmes aides. Donc on a géré un marché, on a créé un marché qui a été géré, qui a été florissant pendant un grand moment, qui est retombé en désuétude et qui là est en train de ressortir parce qu'en fait, avec le système d'autoconsommation, on est en train de se rendre compte que toutes les erreurs du passé peuvent justement nous permettre de s'améliorer, d'avoir un nouveau marché qui serait utile, pas que pour la personne qui achète, mais pour l'intégralité des gens. Donc, l'autoconsommation, alors on en vient. Alors, l'autoconsommation, alors beaucoup disaient que c'était de l'injection de surplus, hein. Voilà, c'est l'autoconsommation, c'est de l'injection de surplus. Alors oui et non, parce que dans l'autoconsommation, il y a une norme, la VDE 126, hein, la VDE 0126, je crois d'ailleurs, qui dit qu'on n'a pas le droit de réinjecter sur le réseau, même si ça a été assoupli dernièrement par l'État, justement. Le principe de l'autoconsommation, c'était vraiment d'autoconsommer pour soi-même et donc d'utiliser l'énergie que l'on produit. Même si on a vu sur le premier Smart Grid que justement, dans le concept des Smart Grid, on est en train de se dire que les autoconsommations partagées en proximité pourraient nous servir justement à faire bénéficier du plus grand nombre des installations photovoltaïques qui vont se positionner. Donc l'autoconsommation sans stockage, alors il y en a eu, sans stockage. Alors sans stockage, voilà, on sait que on peut arriver à couvrir entre 10 et 50% du besoin, mais sans stockage, 50%, il faut vraiment être au top du top de la programmation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir contrôlé tous ces ensembles de grands consommateurs de la maison pour les diriger tous au moment préféré de la journée. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que pendant les heures solaires, comme je le disais à chaque fois, on est là, c'est là à ce moment-là qu'on est le plus possible de gros consommateurs simultanés. Le chauffage, par exemple, je le vois mal tourner en pleine journée quand il n'y a personne, alors que c'est la nuit qui... Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on pourrait voir et qu'on pourrait faire différemment. Les autoconsommations avec stockage, je dirais que là, c'est la chose la plus logique. Hein, c'est ce qui a été mis en place, comme je le disais, sur le Smart Grid, à Nice Grid, où on a fait de l'autoconsommation avec stockage. Alors,
batteries plomb-acide de moins en moins, bien entendu, hein, c'est de plus en plus du lithium-ion. On va voir une autre technologie justement chez Enphase qui, eux, ont décidé de faire des choses encore différentes, mais ce qui d'ailleurs va sûrement fonctionner. Pour l'instant, par exemple, sur Nisgrid, c'est le lithium-ion qui a été mis par l'entreprise Saft. Donc bien sûr, hein, le principe, c'est de stocker l'énergie et de la rendre au moment où il y en a besoin, au cours de la soirée, au cours de la nuit, quand il y en a besoin pour quelques utilisations. Quoi qu'il en soit, plus on va déporter notre consommation d'énergie énergivore, donc de gros appareils sur les heures solaires, hein, c'est-à-dire en plein après-midi, plus on va justement pouvoir faire fonctionner nos systèmes correctement. Donc après, il y a les systèmes photovoltaïques hybrides. Alors c'est là où justement on rentre dans l'idée de plus en plus du smart grid, hein, c'est-à-dire d'essayer de jumeler tout ça. Donc les systèmes photovoltaïques, les éoliennes, les groupes électrogènes, les systèmes hydroélectriques, hein, et même parfois on rajoute le réseau public d'électricité, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire des mixtes. C'est la solution sur laquelle on doit tendre, mais cette solution, bien entendu, ça nécessite une gestion de l'énergie qui est complètement particulière, en ayant des énergies intermittentes dans tous les sens. C'est-à-dire que le système photovoltaïque, voilà, dès qu'on va avoir une diminution, il va falloir qu'on puisse prendre la main avec autre chose. Ça veut dire que ça va nécessiter ce qu'on avait vu dans le premier Smart Grid, hein, donc des NEM, des Network Energy Management, c'est-à-dire des ensembles de gestion complète, hein, ce qu'on a vu dans la première vidéo, où justement il parlait de combiner, d'avoir les vraies consommations permanentes, d'où l'intérêt, entre autres aussi, hein, du compteur Linky, comme je l'avais dit la dernière fois, qui n'a pas que des mauvais côtés, qui a aussi de très bons côtés pour notre avenir au niveau des consommations énergétiques. Alors, pour faire du calcul, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est gratuit. Alors, on a plein de logiciels, hein, PV6 et ainsi de suite, qui sont des logiciels qui fonctionnent extrêmement bien. Je pense qu'à un petit niveau, on pourrait très bien utiliser la plateforme qui existe de l'INES, hein, qui est quelque chose de très sympathique. On vient choisir une ville. Alors, ils n'ont pas répertorié chaque ville de France, mais vous avez toujours votre préfecture qui est à côté, voire un peu plus dans certaines régions ou dans certains départements. Et ici, vous avez donc un peu pour faire des calculs rapides. Donc, donner une idée, une appréciation, justement, aux jeunes, donc de seconde par exemple, hein, sur ces calculs solaires. Moi, je pars du principe que c'est une belle initiative d'avoir une plateforme simplifiée pour faire du calcul. Après, bien entendu, on peut faire tout ce qui va être étude de masque, hein. Maintenant, on sait qu'il y a des formations qui sont spécifiques au système photovoltaïque, hein. Il y a des CQP qui existent, l'IMSSTP. Donc, c'est les installateurs, mainteneurs en système photovoltaïque. De mémoire, je n'ai rien oublié, moi j'espère. Voilà, qui vont nous permettre justement de fonctionner. Donc le site CalSol, moi je trouve, c'est une très très belle initiative d'Inès. Voilà, tout est perfectible, mais à un niveau de seconde, même voire de début de première, pour qu'ils puissent justement prendre en compte ces calculs énergétiques assez facilement, avant de rentrer dans les grandes formules et la grande théorie, hein. Normalement, le bac Pro MELEC et le bac Pro SN ont fait fi de ces grands calculs, hein, qui sont redonnés à la physique, aux collègues de physique et aux collègues de maths, hein. Normalement, nous, on ne fait plus de grands calculs, on fait justement l'utilisation d'ABAC, et je trouve que c'est un petit ABAC qui est plutôt bien fait, qui est sympathique et qui est libre à tout le monde. Donc, alors, voilà pour la présentation, je dirais synthétique, très synthétique, mais je vois que l'heure tourne très très vite, des systèmes photovoltaïques. Oui, on me dit qu'on a AutoCalSol pour le système d'autoconsommation. Oui, c'est vrai. Oui, je ne l'ai pas rajouté, mais oui, on a AutoCalSol. On y pensera, on essaiera de vous mettre tous les liens nécessaires pour les terminales. Ça peut être très très bien aussi, oui, en effet. La grande question, donc, je disais qu'on va pouvoir se poser avec tous ces systèmes photovoltaïques, hein, où on arrive à l'obsolescence de certains panneaux, modules qui sont installés sur les toits, c'est le traitement des modules photovoltaïques. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Qu'est-ce qu'on en fait après ? On en fait quoi ? C'est ça le problème. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont contre en disant non, le silice, on le prend dans la terre, mais le problème, c'est que voilà, après, on ne sait plus comment le retraiter, on va encore envoyer ça dans d'autres pays pour le retraiter. Ce n'est pas vrai. L'avantage, c'est qu'on a eu justement un retraitement, une usine de retraitement qui a été construite, hein,
qui a démarré en juillet 2018. Cette usine-là, elle retraite une grande partie d'un panneau, c'est-à-dire 94,7% du panneau qui est retraité. Donc ça a ouvert le 5 juillet 2018, donc au Rousset. Rousset, c'est une commune qui est près d'Aix-en-Provence. Une commune qui est près d'Aix-en-Provence, justement, qui prend en charge les modules photovoltaïques. Alors, il faut savoir, quand vous achetez un module photovoltaïque, il y a une éco-participation, comme plein de choses, en fait, qui vous permet normalement de faire retraiter votre matériel sans repayer, puisque vous l'avez déjà payé une fois. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, de mémoire, de ce que j'ai pu retrouver aussi sur les différents sites, c'est le par module, c'est 70 centimes la reconversion. Le retraitement, la reconversion au retraitement du PV, 70 centimes par module. Moi, je trouve que ça ne fait pas énorme, ça ne fait pas beaucoup. Bon, a priori, il y a un texte de loi qui est sorti, on verra justement sur ce petit texte. Donc, qu'est-ce qui est la composition du panneau, Donc, il y a un cadre en aluminium, comme sur tous les panneaux. Il y a un cadre en aluminium, il y a du verre dedans, il y a des cellules, il y a du plastique, des connexions en cuivre ou en argent, et du silicium, donc de type cristallin pour 90% des panneaux. Donc mono ou poly, cristallin. Voilà PV Cycle. Donc c'est la société en fait qui vient d'être créée. En 2018, PV Cycle se dote de la première usine au monde entièrement dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques usagés. Cela concrétise la stratégie de développement d'une filière à haute valeur ajoutée. Cette unité permettra d'atteindre un taux de valorisation globale de 95% avec une capacité de traitement de l'ordre de 40 panneaux photovoltaïques à l'heure, soit 1 minute 30 par panneau ou 4000 tonnes par an. Les matières premières secondaires seront ensuite réinjectées dans diverses filières selon les principes de l'économie circulaire. Nous avons fait le choix d'une unité de traitement dédiée aux panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, les tonnages justifient l'investissement d'un tel procédé. L'unité dédiée nous permet d'atteindre des taux de valorisation et de recyclage les plus élevés, de l'ordre de 95%. Nous avons choisi la localisation de Rousset pour implanter cette nouvelle unité, tout simplement parce que les gisements sont implantés sur le sud de la France. La région produit énormément de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, pour répondre aux questions, quelle est la durée de vie d'un panneau ? C'est ce que je disais tout à l'heure, entre 15, 20, 25 ans. Voilà, il y a les conditions donc, de l'utilisation du panneau, bien entendu. Il y a les conditions atmosphériques qui vont énormément jouer sur sa durée de vie. Bien entendu, il y a plein de phénomènes. Donc, comme je le disais, tous les fournisseurs voudraient annoncer des durées de vie de panneaux. Il y en a un qui annonce 30 ans de durée de vie de ces panneaux. Voilà, on n'a pas le recul pour l'instant. Enfin, pour ma part, je n'ai pas le recul nécessaire, même sur 20 ans, pour savoir si c'est réellement 20 ans ou pas 20 ans. On pose la question du recyclage des batteries. Alors, les recyclages des batteries, comme je dis, en fait, elles sont déjà en mode de recyclage, les batteries, dans l'idée. Les batteries qu'on va utiliser de plus en plus sur le stockage d'énergie, alors que ça soit local ou que ça soit justement des batteries sources au poste source et ainsi de suite, on se retrouve avec des batteries qui sont stockées. En fait, ça a les batteries qui auront été utilisées dans les voitures électriques. Ça veut dire qu'on va les utiliser dans les voitures électriques grâce à leur rapport et leur rendement qui convient. Et dès que sur les voitures électriques, elles seront de faible niveau pour continuer, on va s'en servir en stockage. Donc, je dirais qu'on va essayer de maintenir de plus en plus les batteries dans la longueur de vie. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment de grand traitement sur les batteries, justement. On fait comme d'habitude. Vous regardez, c'est 2018, la création du PV Cycle. On avait installé des modules bien avant. C'est-à-dire qu'on installe les choses et après, on se dit comment on va faire en étant quasiment sûr. On en a la preuve cette fois-ci sur les modules photovoltaïques qui, on est capable, en 20 ans, de se dire on va trouver une solution d'ici là, quoi. Ensuite, qu'est-ce que la question ? Choucault garantit 80% de rendement au bout de 20 ans. Oui, il garantit 80% de rendement au bout de 20 ans. Mais de mémoire, il me semble qu'il garantit ses panneaux pour 20 ans aussi. C'est-à-dire que si au bout de 20 ans, vous n'y êtes pas, voilà. Quelle est la chute au bout de 20 ans ? On n'a pas vraiment le vrai recul. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont en fait faites en laboratoire et qui vont nous dire, on a fait un traitement au module qui va lui représenter 20 ans de sa vie. Et on n'a pas beaucoup de recul dans toutes les marques. J'entends, alors Choucault, je les connais plus ou moins, on va dire, ça fait partie des gros, mais je n'ai pas, moi, utilisé ces modules-là.
Donc, on espère qu'ils aient raison en disant 80% de rendement au bout de 20 ans. Maintenant, est-ce qu'au bout de 21 ans, on en est? Les conditions sont tellement différentes par rapport à notre position géographique, conditions atmosphériques, hein, donc, et environnementales, ça peut énormément changer. Donc, il n'y a pas que la durée de vie des modules. On me parle des modules PV. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la durée de vie des modules PV. Il y a aussi la durée de vie des onduleurs, hein. Donc, normalement, à l'époque, hein, le raccord des réseaux, on vous disait, on vous garantit les onduleurs 10 ans. Au bout de 10 ans, on vous en fait un changement gratuit. Et après, on se débrouille. On va voir justement, par exemple, la solution Enphase qui, elle, nous permet justement d'avoir des onduleurs qui durent bien plus longtemps. Donc, au niveau du retraitement, le verre, on sait que c'est facilement recyclable à l'infini. Donc, ça s'utilise après pour faire de la fibre de verre, des produits d'isolation, encore des emballages, hein, les pots, les bocaux et ainsi de suite. L'aluminium, c'est à peu près pareil, il est refondu, on reconstitue de nouveaux objets. Le silicium, il peut être réutilisé 4 fois. Donc, pour fabriquer de nouveaux modules, hein, ou réintégrer dans d'autres semi-conducteurs, c'est-à-dire que 4 fois, c'est quand même génial. Hein, c'est-à-dire que si on peut faire 4 fois 20 ans, alors que ce qu'on a prélevé de la Terre va être utilisé 80 ans, pourquoi pas? Le cuivre et l'argent, donc c'est présent en bien plus petite quantité, on est d'accord, hein, ont besoin d'un traitement spécifique. Ils sont séparés mécaniquement et chimiquement avant d'être fondus et réutilisés. Voilà, donc le recyclage d'un module cristallin, c'est parfaitement maîtrisé. La seule chose que je n'ai pas mis là-dedans, c'est le plastique, hein, parce qu'en fait, le plastique, lui, par contre, sur celui-ci, c'est celui qu'on a le plus de mal à réutiliser. Et il y a une usine de recyclage dans l'Aveyron, de batteries dans l'Aveyron, le SNAM. Alors, on vient de me l'envoyer, l'information. Donc, sur le SNAM, hop, voilà, là, je bascule dessus. Donc, voilà, a priori, ça, ils font un peu tous les recyclages de piles et batteries. À voir après ce qu'ils entendent par batterie au niveau du lithium. Extrait de minière, matière première, nickel, cobalt, cadmium, les rejets en CO2. Écoutez, voilà, pareil, ça c'est quelque chose qu'on fera passer avec plaisir. On les fera passer à tous les participants. Voilà, c'est fait. Merci Fred. C'est fait. L'adresse est passée à tous les participants sur la conversation. Voilà. Après, il faudra voir tout ce qui est moyen de traitement, parce que bien entendu, recyclage de batterie, on a à peu près tout. Après, au niveau du lithium, c'est surtout le lithium qui m'intéresse. C'est retraité. J'ai pas vu le site avant, donc je pourrais, désolé, pas en parler plus, mais ça sera à revoir, et pourquoi pas en rediscuter un peu plus tard dans un autre webinaire. Quelle influence l'empoussièrement a-t-il sur les panneaux? En fait, plus il est sale, moins il fonctionne correctement, hein, donc il faut nettoyer régulièrement ces modules PV qui sont positionnés sur les toits ou en bac, n'importe. Il faut les nettoyer. Alors, au niveau législatif, hein, comme je vous disais, il y a 70 centimes qui est prévu en éco-participation. Sauf qu'en fait, il y a un cadre 9 mai 2017 qui a voulu clarifier certaines choses. Donc, il précise en effet que le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation. Et le producteur, il est défini comme la personne qui produit l'énergie, c'est-à-dire la personne qui a acheté les modules pour les avoir sur son toit. Et la personne, donc, en fait, elle doit les confier à un organisme spécialisé. Et le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme. C'est-à-dire que l'éco-participation de 70 centimes n'est peut-être pas suffisante de partout pour retraiter votre module PV. Et donc, en fait, la meilleure des solutions, en fait, quand on a un module PV, ça devient un peu, on ne va pas dire un cercle vicieux, mais c'est un anneau de vie. Il vaut mieux reprendre des modules photovoltaïques, déjà pour continuer à produire de l'énergie propre et continuer à diminuer ses factures d'électricité, mais surtout celui qui va venir vous installer les nouveaux modules photovoltaïques va démonter les anciens et donc va les retraiter par lui-même, justement, donc pour éviter que vous ayez les ennuis du retraitement, d'envoi en retraitement de ces modules-là. Le cycle de vie, alors oui, il faut voir l'ensemble du cycle de vie, car le recyclage doit être énergivore. Oui, en effet. Recyclage, ça a une utilisation d'énergie, bien entendu aussi. Cette utilisation d'énergie, pour l'instant, ça fait que depuis juillet 2018, hein, donc grossièrement quasiment 2 ans, on va dire. Donc voilà, il va falloir après faire des études, d'analyse. On a vu sur la vidéo qu'il y avait des robots, il y avait pas mal de choses, donc des consommations de puissance qui sont là pour traiter ces modules. Donc oui, après, le cycle de vie, l'analyse du cycle de vie va être importante, et je pense qu'il va falloir qu'on ait un peu plus de recul que les 2 ans, parce que pour l'instant, ces usines sont très très rares, et que je pense qu'ils ne donnent pas trop d'informations pour l'instant sur les différentes consommations de leur propre usine.
Et on va finir alors très rapidement, parce que je sais que je suis déjà en retard, le principe donc d'Enphase. Voilà, c'est un système que moi j'utilise d'autoconsommation. Je trouve génial, pardon, par rapport à l'utilisation face aux élèves, parce qu'il y a tout ce qu'on veut dedans. Il y a du module, donc de l'inclinaison, positionner les modules et ainsi de suite. Et derrière, bien entendu, une technologie qui nous permet d'éviter pas mal de choses. C'est-à-dire, avec des micro-onduleurs, on est capable de faire plein de choses qu'on a du mal à faire avec un onduleur de string. Hein. C'est-à-dire d'avoir des tensions, par exemple des tensions dangereuses en continu. Hein, ce qu'on a sur beaucoup de toits à l'heure actuelle, hein, quand on se retrouve à additionner le nombre de modules. À la fin, ça génère donc une tension continue qui devient une tension dangereuse. Et que dans l'esprit de tout un chacun, à l'heure actuelle, le continu, c'est les piles, quoi. Et que les piles, c'est pas dangereux. Si, en fait, le continu, ça peut être très dangereux suivant les tensions. Là, le principe qu'utilise Enphase, c'est justement un principe où on est directement sur l'alternatif en sortie du module, puisque le micro-onduleur est accroché dessus. Et je trouve ce principe, avec le matériel qu'ils emploient, hein, c'est les leaders là-dessus, hein, Enphase, hein, c'est grossièrement, entre guillemets, eux qui ont créé le concept du micro-onduleur. Donc, ils sont très, 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 très doués. Il y a plus d'1 million d'installations dans le monde. Alors, donc, on voit, hein, bien entendu, c'est surtout dans les pays développés. Hein, donc, et on commence à en avoir un peu maintenant. On a certains endroits différents qui commencent à arriver. Donc, il y a eu quasiment 4 milliards de kilowattheures produits. Et bien entendu, tout ce qui a été compensé en CO2. Donc voilà, je ne vais pas lire le chiffre parce que j'y arriverai même pas. Ça fait 5 997 milliards, 993 millions. Donc bon, voilà, on voit l'empreinte écologique aussi que ça a sur notre planète. Donc le matériel, en fait, il y a donc différents types de matériel. Il y a le micro-onduleur, il y a le stockage, il y a les passerelles. Alors, on est passé en MELEC, en SN, MELEC connecté et SN système numérique. Toutes ces passerelles-là, maintenant, elles sont de plus en plus performantes. On se retrouve avec des passerelles où on est capable de contrôler l'intégralité de notre production, d'avoir les retours de mesure. Donc, on va voir rapidement les différents matériels que moi j'utilise avec les jeunes, justement, pour qu'on puisse faire l'initiation au PV et du raccordement au PV, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, il y a toute une gamme chez Enphase. Hein. Il y avait c'est la gamme qui, en fait, tend à disparaître. Hein. Les M215 et les M250, c'est les premiers micro-onduleurs de chez Enphase. Et ils sont remplacés de plus en plus par les EQ7. Normalement, d'ailleurs, les M250 et M215 ne sont plus produits, je crois, à l'heure actuelle. Donc, ils remplacent tout par des EQ7 qui sont compatibles M250. Hein. C'est-à-dire que si on fait l'inversion, parce qu'on avait du M250, on rajoute un EQ7 dessus, ça ne pose pas de problème. Ça fonctionnera aussi très très bien sans être obligé de changer l'intégralité de notre installation. Donc le micro-onduleur, hein, c'est tout petit, ça se monte directement derrière le module, donc ça se connecte au module, ça nous permet de faire des connexions aussi très faciles, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des connexions de modules préfaites. On va le relier après donc justement sur un câble, donc 230 volts alternatif, donc très basique. En fait, on se retrouve sur un module où on va se retrouver directement avec une tension alternative dessus. On va avoir donc ces différents micro-onduleurs. L'IQ7 ou IQ7+, a une nouvelle forme, mais grossièrement a le même fonctionnement. On vient relier la partie des strings, donc la partie des PV, des modules, et on vient rebasculer sur un système de communication et de puissance, hein, parce qu'en fait, le câble qui va nous servir justement à transvaluter l'électricité, donc à transporter l'électricité, et va aussi nous envoyer les informations par rapport à un signal, en fait, qui est un signal, là aussi, CPL. Hein, donc, on utilise beaucoup les CPL. On a parlé de l'éclairage public connecté. En fait, c'est du CPL. Là, on se retrouve aussi sur un système de communication en fait, par CPL. Donc, où on va justement renvoyer les informations donc, à la centrale par le bus 230 volts alternatif. Un système de stockage intelligent. Et ben voilà, Enphase, eux, ils ont décidé de prendre des batteries qui sont des batteries un peu spécifiques. C'est une batterie AC. C'est pas une batterie DC, c'est une batterie AC. Donc, parfaitement compatible avec, bien entendu, leur micro-onduleur et les autres technologies solaires. Donc, ça dépend, bien entendu, où on la situe sur la chaîne de production d'énergie. Donc, la batterie AC, donc, c'est 1,2 kWh. Donc, ils ont pris un peu
le parti d'avoir des batteries pas très très grandes, pas très très grosses, et de faire des cumuls de batteries pour arriver à des stockages qui sont intéressants. Alors eux, souvent, dans leur démonstration, ils nous montrent 4 batteries pour arriver à du 4,8 kg. Donc ils nous montrent 4 batteries, ce qui fait à peu près un stockage d'énergie un peu standardisé, on va dire, chez les gens. C'est pas du lithium-ion, c'est du lithium fer phosphate, c'est la l'AFP, d'accord. Donc on a une puissance de sortie par batterie de 170 VA. La certification, alors c'est une certification de Rheinland, donc c'est une certification valable en Europe. Le rendement, le profondeur de décharge 100%, donc c'est une très belle tenue. Le rendement 96% global, ça reste un très très bon rendement sur un pack batterie. Donc voilà, ces packs batteries, comme ils vous le montrent ici, en fait, viennent récupérer, donc sont sur le chemin, ont été installés justement pour par 4. Alors par 4, parce que 4,8 kg, c'est en gros 5 kg, c'était l'idée qu'on avait d'avoir en système de stockage dans une maison. À l'époque, Tesla avait fait la Powerwall, pour l'instant, on ne voit pas vraiment apparaître un peu de partout. Est-ce que vous, alors, je lirai la question après, parce que là, on me pose une question un peu plus informatique. J'en parlerai après. Donc, la batterie AC on-phase, donc c'est un élément essentiel pour moi en autoconsommation. S'il n'y a pas de batterie, l'autoconsommation, on va y perdre toute sa saveur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va produire beaucoup d'énergie qu'on va renvoyer. La passerelle qui existe chez Enphase, c'est la passerelle que j'adore avec les élèves, parce qu'en fait, cette passerelle, elle a tout qui est très bien. C'est-à-dire qu'on va se connecter en Wi-Fi dessus, on va se connecter en Bluetooth de mémoire dessus. Je l'utilise rarement comme ça, mais on va pouvoir l'utiliser sur une page web et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette petite passerelle Envoy, alors celle-ci, c'est l'Envoy S, c'est l'Envoy S Metered. C'est-à-dire que c'est celle qui prend aussi les mesures. On rajoute des tors de mesure dedans, on les a sur les accessoires, on rajoute des tors de mesure dedans justement pour venir faire les mesures directement dans nos installations et donc avoir une remontée complète de la production d'énergie et d'avoir toutes les informations pour chaque module, ce qui est génial. Donc voilà, vous avez derrière les applications My Lighting Manager. Alors en fait, c'est deux choses, c'est deux applications différentes. Ça, c'est une application qui est faite pour le particulier, qui permet de voir aux particuliers ces différents principes de consommation, de production, et ainsi de suite, et de consommation, pourquoi pas, s'il a mis des torts sur la consommation de sa maison. Et un Net Manager qui, lui, va être réservé aux professionnels. Donc tout ça, en plus, est valable sur les applications iOS, Android, c'est-à-dire que voilà, pour les jeunes, c'est très ludique, ils peuvent utiliser leur tablette, leur téléphone, donc ça marche à tous les coups, en général, quand on utilise des produits qui se connectent avec leur smartphone qu'ils adorent tant. Donc après les différents accessoires, donc on a les câbles Enphase, donc c'est des câbles qui sont spécifiques à Enphase avec les accessoires de connexion IQ. Donc c'est du matériel qui est spécifiquement créé pour simplifier l'installation par Enphase. Et c'est vrai que l'installation est extrêmement simplifiée, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des connecteurs. On va utiliser par exemple pour l'accessoirie, quand on a besoin d'une Enphase accessoire IQ, on va utiliser une pince MC comme avant, mais après souvent on n'a même pas besoin de pince spécifique, on a tout le matériel qui va bien. Donc vous voyez ici, vous avez les connecteurs de câbles d'engagement pour arriver sur le bus 230, et vous avez les tors qui vous sont fournis, tors à ouverture, pour faire les transformations de courant, transformateur de courant, pour faire les mesures nécessaires avec l'Envoy S par exemple. Et alors ça va répondre en partie à la question à la question, est-ce que vous avez des problèmes avec votre proxy du lycée? Comme tout le monde, je crois. On a tous des problèmes avec les réseaux du lycée pour faire du connecté. C'est-à-dire qu'on a du mal à ressortir et à rentrer. On a du mal à ressortir et à rentrer en fait dedans directement. Donc voilà, moi j'ai pris l'optique de me faire mon propre réseau avec un modem 4G. J'ai un modem routeur 4G. J'ai tout mis sur mon propre réseau, c'est-à-dire que j'utilise que la plateforme documentaire avec des PC qui sont connectés au réseau de l'établissement. Par contre, des PC sont connectés à mon propre réseau, justement pour éviter qu'on ait des problèmes, justement de ne pas pouvoir se connecter, de ne pas pouvoir faire des supervisions à distance. Donc voilà.
Alors, on m'a posé la question, batterie AC, stockage DC converti en AC. Oui, bien sûr, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la batterie, c'est pas une simple batterie. En fait, dedans, il y a une électronique de puissance. On récupère l'AC pour la stocker en DC. En fait, c'est un convertisseur elle aussi. C'est-à-dire que c'est un onduleur chargeur. La batterie, c'est un onduleur chargeur elle aussi. Donc voilà. Alors là, je vais laisser passer. Je vais pas vous passer la vidéo. Unphase fait beaucoup de choses. Entre autres pour tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font des webinars aussi. Lui, par contre, il a l'avantage d'être meilleur que moi parce qu'il arrive à expliquer ses trucs en 24 minutes 54. Moi, je suis toujours à la bourre. Mais voilà, en fait, le principe de base, c'est de se dire, voilà, on a une capacité justement de formation avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont plein de vidéos. Alors là, il explique le système et la technologie IQ, mais si vous allez sur le site d'Unphase, ils ont beaucoup de choses qui fonctionnent et qui fonctionnent même très bien. J'avais voilà, par exemple ici, pour en revenir ici, la connexion mobile. Alors pour tous ceux qui se poseraient la question de leur proxy au lycée, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ils sont en accord avec la société Orange, pas être parfait, prépayé de 5 ans, c'est-à-dire que si vous installez ce module 3G ou module plus, la connexion mobile plus, 3G, 4G LTE, prépayé de 12 ans. Alors, au niveau tarifaire, là, je ne suis pas là pour faire du merchandising, je ne fais pas de commerce. Voilà, moi, c'est des solutions pour lesquelles j'opte de plus en plus parce que c'est vrai qu'on a une vraie solution réelle et on va pouvoir justement fonctionner correctement justement pour je vais y arriver, pour pouvoir avoir l'évolution des données et pouvoir se connecter aux différents systèmes qu'on peut avoir dans les ateliers. Donc voilà pour cette présentation en mode accéléré. J'ai qu'un petit 10 minutes de retard cette fois-ci. Je suis assez content. C'est très bien. Je te laisse reprendre la parole. C'est très bien. Juste une petite précision là sur cette technologie des micro-onduleurs. Il me semble-t-il qu'il y a quand même des avantages quant à l'installation, quant à l'installation également. Quand on rajoute panneaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez une installation de 1 kW chez vous et que vous voulez passer à 1,5 kW, en fin de compte, vous avez simplement à mettre de nouveau les panneaux en parallèle. C'est ça, c'est l'évolutivité qui est très impressionnante avec les micro-onduleurs. C'est qu'on peut démarrer directement entre guillemets, avec un seul module et un seul micro-onduleur. Deux modules, c'est comme pour nous, par exemple, en tant qu'enseignant, 2 modules, ça fait quelque chose quand même qui nous permet d'avoir une certaine puissance convenable pour pouvoir allumer quelque chose. Mais réellement, on pourrait démarrer qu'avec un seul panneau photovoltaïque, avec un micro-onduleur, et en rajouter au fur et à mesure, et qui ne nous poserait pas de soucis. Alors attention, ne nous poserait pas de soucis. Il y a quand même la tête de protection de 20 ampères, donc, qui est là, légiférée. Donc, il faut faire attention qu'on a une tête de protection 20 ampères sur une ligne, mais après, on peut très bien même faire du micro-onduleur triphasé. On peut faire plein de choses, on peut rajouter des lignes, on peut tout croiser. Donc, il faut quand même faire attention au nombre de modules que l'on met. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a une réglementation, il y a une norme NFC 1500, donc qui va nous obliger de faire fonctionner justement le principe de la norme en priorité, c'est-à-dire que voilà, c'est 12-16 modules suivant le micro-onduleur que vous mettez pour que sur un disjoncteur de 20 ampères, on n'ait pas de souci. Voilà. Une autre chose également pour les activités en bac pro de dépannage, il faut savoir, c'est que chaque micro-onduleur est géolocalisé. Donc, tout à l'heure, tu nous montrais une belle installation de 280 000 panneaux, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, le jour où il y a un panneau qui est un peu en panne, à mon avis, il y a quelques kilomètres à faire pour trouver le panneau qui est… Alors, il y a bien entendu, c'est quand on a un panneau qui nous lâche sur un string, c'est bien entendu sur 160 hectares. On ne va pas le trouver dans les 5 secondes. Donc, c'est vrai que c'est l'énorme avantage du micro-onduleur, c'est que le micro-onduleur a un coût supérieur. Alors, je ne pense pas que pour des fermes comme là, photovoltaïques de 160 hectares, on s'amuse à mettre des micro-onduleurs parce que le coût final sera quand même, pour l'instant, encore supérieur.
Mais c'est vrai qu'à domicile, c'est quand même assez pratique, sur des installations un peu plus grosses, mais pas de ce taille-là. Le micro-onduleur va nous permettre d'être communicants, c'est-à-dire que lui va nous dire, bon, voilà, vous avez fait un beau schéma, vous avez le schéma de votre installation qui est défini sur MyAnalytics, par exemple, il va vous dire, celui-ci, de module, il ne démarre pas. Alors que là, il a un problème, donc on va pouvoir aller plus vite, donc faire ce qu'on appelle le dépannage, pour les MELEC. On sait qu'on ne fait plus de maintenance, on fait du dépannage maintenant, voilà, mais on pourra exécuter justement de la maintenance, du dépannage réel, parce qu'on va aller sur une panne qui est retrouvée par le système de communication. Voilà. Également, enfin, si je peux me permettre, un des derniers avantages, tout à l'heure on nous parlait de poussière. Aujourd'hui, si vous avez un panneau qui est couvert de poussière, de feuilles, etc., tout ça, il n'empêche pas, par exemple, 6 panneaux en série, il n'empêche pas de produire, de maintenir la production de vos 5 autres panneaux. Sur les strings, on avait déjà le phénomène de hotspot, on avait des diodes libres dessus, mais c'est vrai que la technologie Enphase, enfin la technologie micro-ondulée, nous permet justement de passer encore plus facilement, donc d'avoir moins de pertes. Même si le phénomène de hotspot fonctionnait bien, justement, on avait le principe des diodes derrière. Là, c'est une technologie qui est encore plus performante là-dessus. C'est-à-dire que même si on a un ombrage par rapport à certains modules avec du nuage, qui vont prendre plusieurs modules, on va pas s'écrouler. Le problème qu'on avait sur les onduleurs, c'était outre le fait pas sur un panneau, mais dès qu'on passait la tension de synchronisme et qu'on éliminait la tension de synchronisme, c'est-à-dire que notre onduleur, il était plus synchronisé réseau, donc il produisait plus. Là, l'avantage, c'est que vu qu'on a un micro-onduleur par panneau, en fait, s'il y en a un qui tombe vraiment complètement, de toute façon, ça ne posera pas de problème de tension de synchronisme à l'onduleur, parce qu'en fait, chaque onduleur est indépendant sur le panneau. Voilà. Alors, on a quelques questions. Donc, comme à l'habitude, je vais te les poser. Le compteur électrique Linky peut-il faire à lui seul le compteur de production et de consommation? Alors, théoriquement, il pourrait. Oui, théoriquement, il pourrait compter dans les deux sens. C'est pour l'instant pas ce qui est défini dans les normes d'installation. Il y a la 15712 de mémoire. Alors à vérifier, parce que là, je vous le dis de tête, mais il y a des normes qui pour l'instant, elles n'ont pas évolué. Le Linky, de toute façon, un compteur, compter, décompter, dans l'ensemble, il sait faire. Maintenant, chez Linky, vous avez plusieurs couleurs, en fait. On l'avait vu sur Nisgrid. C'est vrai qu'on ne s'était pas arrêté dessus parce qu'on parlait du Smart Grid au complet. Mais il y a des couleurs différentes, en fait, de compteurs Linky qui ont été définies pour les productions PV. Il y a un compteur qui est gris, en fait, qui est un Linky, mais gris, qui n'est pas vert fluo comme les autres, qui est gris, qui fait justement la partie production. Mais après, dans l'absolu, le compteur Linky, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas compter et décompter dans les deux sens, puisqu'il a une électronique embarquée qui lui permettrait de le faire. Voilà. Sur quelle puissance et consommation conseillée en stockage en étant en autoconsommation? Ouais, je l'ai dit, grossièrement, c'est du 4 kg, 4-5 kg, 4-5 kg en général. C'est ce qui a été mis par exemple sur Nisgrid où Saft a mis 4 kW par domicile. Voilà, c'est 4-5 kg, ça correspond justement à des appels qui sont suffisants en moyenne. On ne pourra pas s'isoler complètement du réseau parce que ce n'est pas le but de l'autoconsommation non plus. C'est d'utiliser ce qu'on produit, mais on peut se connecter aussi au réseau. Voilà, c'est 4-5 kg, c'est quelque chose qui reste convenable. C'est pour ça que les batteries chez Enphase, par exemple, ils font du 1,2 kg. Ça permet d'arriver à 3,6 ou 4,8. Voilà. Juste une petite précision également. Là, je vous ai envoyé le lien sur le chat à tous. ERM, on a une division qui s'appelle ERM Énergie, qui est spécialisée dans tout ce qui est énergie renouvelable. Ils ont un site dédié et vous trouverez tout un tas de petits guides pratiques d'installation qui peuvent compléter la présentation de Sébastien. D'ailleurs, Sébastien, c'est peut-être bien de le mettre également. Vous trouverez les micro-onduleurs dessus, des onduleurs, un Victron, etc. Enfin, et du stockage. Voilà. Pardon. Donc, je vais vous le mettre. Bonjour, comment dimensionner la capacité des batteries en autoconsommation avec stockage? Alors, je le redis, je n'ai pas entendu la question. Bonjour, comment dimensionner la capacité des batteries en autoconsommation avec stockage? Ça, c'est par rapport à ce que vous voulez avoir comme stockage possible.
Vous pouvez très bien avoir une installation de, je veux dire n'importe quoi, 30 kilowatts et avoir un stockage de 1 kg. Hein. Il n'y a pas de règle en la matière. Ça dépend de ce que vous voulez avoir en réserve. Comme je le disais tout à l'heure, on m'a posé la question. Hein, le stockage à peu près standardisé, on va dire, c'est entre 3 et 5 kilos. C'est le stockage standardisé d'autoconsommation. Maintenant, si vous voulez avoir 10 kilos, vous voyez, par exemple, je parlais tout à l'heure de Tesla, hein, avec son Powerwall. Le Powerwall, c'était 3 kilos. On pouvait en mettre plusieurs. Bon, elles étaient design et ainsi de suite. Hein, c'est du Tesla. Voilà, on pouvait faire du 3, 6, 9, 12. Voilà, on combinait les batteries. Pour eux, ils étaient partis sur une base de 3 kilos et après d'augmenter. Donc ça dépend de ce qu'on a envie d'avoir comme stockage. Et si on a envie d'arriver à quasiment plus rien consommer sur le réseau. Maintenant, c'est vrai que ça a un coût. C'est un énorme coût. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop aujourd'hui de questions. Si jamais, alors, vous pouvez peut-être essayer de faire des questions orales. Vous devez avoir peut-être un petit bouton. Pardon, vous avez me semble-t-il, sur votre interface, un petit bouton qui doit être lever la main. Donc, si jamais vous voulez lever la main, je peux essayer de vous donner la parole, voir si ça fonctionne. On n'a jamais essayé. Hein, et donc, on teste en même temps. N'hésitez pas. Voilà. Dans le chat, il était posé une question. J'essaie de revenir. Pour une utilisation pédagogique avec les élèves, comment réinitialiser la passerelle Enphase une fois déclarée? Alors en fait, pour la réinitialiser complètement, en fait, il faut lui faire un retour usine et supprimer son compte sur Enphase. Voilà. Alors, c'est vrai que sur Enphase, après, alors, vous avez vraiment deux niveaux, comme tout à l'heure disait un petit peu Sébastien. Moi, pour avoir un petit peu utilisé cette interface, hein, vous pouvez avoir donc une utilisation en local utilisateur et après en installateur. Alors, je sais que les droits d'installateur, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, un installateur qui va avoir 15, 20 ou 30 installations, hein, il a une supervision globale de tout son ensemble. Hein, donc, dessus, il va retrouver toutes les productions, les températures, les tensions, etc. Hein, donc, c'est vraiment un très, très bon superviseur qui vous permet d'avoir un retour d'information sur ces installations. Dans le petit mail d'invitation, si vous cliquez sur la première photo, en fait, vous aviez un lien sur l'autoconsommation, un petit système d'autoconsommation qu'on a mis au point avec deux panneaux, enfin, un minima 1, voire 2 panneaux, un petit stockage batterie, etc., tout ça. Et sur ce document, donc, vous pouvez aller sur le site internet. Et là, vous avez également un lien sur le superviseur Enphase où vous avez un exemple. Hein. Alors, chez nous, on a mis 3 panneaux comme ça sur notre parking. Et je crois que la supervision est disponible et ouverte à toutes. Hein. Vous n'hésitez pas. Sébastien nous a mis les adresses mail de vos correspondants académiques, hein, que ce soit Laurence Moulac, tout ce qui est Grand Sud-Est. Je le répète, Hugo Juelno pour tout ce qui est la région, on va dire, Nord-Grand Est, Paris et région Centre, ainsi que Lionel Pénisson, qui lui est de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. A priori, donc voilà, on disait, voilà, j'utilise les produits Enphase avec mes élèves en MELEC et je pense que c'est super. Voilà. Nous n'avons pas d'autres questions. Avec Sébastien, on va vous donner rendez-vous mercredi. Mercredi matin, oui. Voilà, mercredi matin à 10h pour le webinaire sur Smart Home, Smart Building. Je vais vous envoyer l'invitation donc dès cet après-midi, hein, le temps de pouvoir déposer la vidéo sur la plateforme, hein, de vous mettre les liens vers cette vidéo.
hein. Également, dans ce mail d'invitation, hein, donc, on mettra la première présentation Smart Grid disponible là, sur le site de Sébastien. Voilà. On vous remercie d'avoir participé. Alors, avant de finir, alors sachez qu'avec Sébastien, on a fait voilà, c'est des présentations très, très électrotech, électroniques, hein, MELEC, SN, pas BTS, BTS, hein, parce que vous pouvez monter plus haut en niveau avec ça. On a organisé avec notre division FabTest, hein, qui s'occupe particulièrement des nouveaux moyens de production, imprimante 3D, découpe laser, scale 3D, etc. On a fait une petite série de webinars, hein, sur ces procédés, ces nouveaux procédés. Donc, je sais que demain, il y en a un sur une imprimante 3D qui fait du métal, qui s'appelle la Metalix. Pareil, hein, sur notre LinkedIn ERM et sur notre Facebook ERM, vous aurez les informations. Il ne faut pas hésiter à en parler à tous vos collègues de MECA, hein, qui peuvent être intéressés par ces nouveaux procédés. Voilà. Enfin, même hors méca, hein. Moi je sais qu'en tant que MELEC, on a les champs métiers qui nous arrivent dessus, d'avoir des campus métiers. Donc les campus métiers, ça serait bien d'avoir des Fab Labs qui vont avec. Je pense que voilà, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à voir et que moi je suivrai aussi avec plaisir comme participant cette fois-ci, justement pour voir les dernières technologies et tout ce qui peut exister au niveau des Fab. Voilà. On a également programmé un petit webinaire sur la construction mécanique en bac pro, hein, donc quelque chose qui est assez transverse à toutes les filières. Hein. De mémoire, ça sera le 6 avril. Pareil, on va vous mettre l'ensemble des informations. On vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, il est midi, on a encore dépassé. Ça fait un plaisir quand même d'être avec vous et on vous dit à mercredi prochain. À bientôt. À bientôt et bon appétit à tous.